Bienvenue à tous dans le Moment MMA, émission du mardi 1er juillet 2025. Et s'il y a quelque chose que l'on peut dire avec certitude, c'est que depuis quelques jours, et surtout depuis ce qui s'est passé chez nous dans la nuit de samedi à dimanche, à savoir la victoire d'Ilia Topuria et sa prise de ceinture, sa performance ne cesse de faire réagir. Et il y a de quoi, vous me direz, même si on peut amener quelques nuances parfois, on en reparlera dans quelques instants avec l'un de vos messages notamment, mais pour le moment, je vais vous citer plusieurs messages de combattants ou anciens combattants de l'UFC qui vantent les mérites du Géorgien, et j'aimerais commencer avec Demetrius Johnson, légende absolue, pas n'importe qui, et je vous le cite, je le vois combattre encore peut-être 3 ou 4 fois et ensuite se retirer, parce que quelqu'un qui est aussi bon et aussi spécial, il va tout déchirer et ensuite il n'aura plus rien à prouver. Il peut potentiellement se retirer du sport invaincu. C'est vrai que Ilia Topuria, alors moi c'est pas ce que je souhaite, mais il peut prendre cette trajectoire, se dire je règne sur un petit laps de temps, 3 4 combats, on parle à mon avis de 2 ans, 2 ans et demi maximum. Il a 28 ans, ça le ferait se retirer à 30 ans, 31 ans. Je serais assez déçu, très personnellement, surtout s'il continue à performer comme ça, s'il continue à s'améliorer et qu'on a toujours des nouveaux prétendants qui arrivent, meilleurs les uns que les autres. J'ai envie de le voir continuer, mais ce scénario décrit par Demetrius Johnson, finalement, n'est peut-être pas si déconnant que ça. Et il ajoute quelque chose, hein, l'américain, il compare l'UFC parfois à une télé-réalité, et là il a un bon argument en sa faveur. Lui, il pense que Arman Tsarukyan doit être le prochain prétendant à la ceinture, qu'il a largement prouvé, de par ses prouesses dans l'octogone, qu'il est donc le plus méritant. Mais l'UFC aime le show, l'UFC aime vendre, et il se pourrait donc que l'anglais Paddy Pimblett lui passe devant, juste parce que ça va plus vendre et il ne prioriserait pas le côté sportif sur ce coup-là, mais plutôt le business. Encore une fois, je pense qu'il a raison. Dana White nous disait que rien n'était signé, mais je pense qu'en effet, c'est une possibilité. Et encore une fois, c'est Demetrius Johnson qui s'exprime, pardon. Donc, je pense qu'on peut lui faire confiance. Chez les poids welter, maintenant, l'ancien champion, Kamaru Usman, Ilia Topuria est le numéro 1 pound for pound. Personne n'a montré d'aussi grande qualité que lui. Et en plus, il termine ses combats. C'est vrai que quand tu es un champion, terminer tes combats, c'est la cerise sur le gâteau. Et pour l'instant, on peut dire que de ce côté-là, il nous régale. Et puis enfin, on a son ami. Alors là, c'est à prendre avec des pincettes, hein, parce que dans ce sport surtout, mais c'est le cas à chaque fois, quand quelqu'un parle d'un de ses amis, il va forcément lui lancer des fleurs, surtout devant la presse. Et ce que nous explique Merab, c'est que Topuria est excellent, que ce soit en lutte ou au sol. Et petite anecdote, les deux ne font plus de sparring ensemble, parce que le peu de fois où c'est arrivé, Topuria a déjà envoyé Merab 2 fois au tapis, et donc pour sa sécurité, pour sa santé sur le long terme, le champion des poids coqs a décidé de ne plus faire de sparring avec son compatriote. Et j'ai aussi appris quelque chose que je ne savais pas, c'est Daniel Cormier qui me l'apprend. Ilia Topuria, c'est à prendre avec des pincettes, viendrait d'une famille très riche, un peu comme Arman Tsarukyan. Et ce que nous dit Daniel Cormier, c'est imaginer 2 gars qui s'affrontent pour une ceinture, 2 gars riches, mais qui n'ont pas gagné leur argent grâce au MMA. C'est vraiment quelque chose de fou, puisque normalement, les gens qui ont de l'argent ne deviennent pas des combattants. Plutôt bien vu de la part de Daniel Cormier. C'est vrai que si ça s'avère être vrai, avoir Tsarukyan, lui c'est avéré, on le sait, son père a beaucoup d'argent, et Topuria qui nous ferait la même chose, ce serait pour le coup assez drôle, et peut-être une autre façon de vendre le combat pour l'UFC ou pour la presse. Et pour finir avec Topuria, je voulais lire le message d'un d'entre vous. Tu m'excuseras, ton pseudo est en thaïlandais. Comme je ne décrypte pas le thaïlandais, je ne peux pas te citer. Mais tu me dis des légendes, oui. Donc tu fais référence au gars qui a battu Topuria. Par rapport à ma vidéo spéciale que j'ai sortie hier, n'hésitez pas à aller la voir, un nouveau format. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Donc tu me dis des légendes, oui, mais en fin de carrière, c'est pour ça qu'il esquive Tsarukyan. Alors ça, je l'entends. Il a battu Volkanovski, qui n'était pas au meilleur de sa forme. Holloway, qui est peut-être un peu usé, même si Holloway sortait d'une performance de dingue sur Geji. C'était en poids léger, et contre Topuria, c'était en poids plume. Je peux l'entendre. Et là, Charles Oliveira, lui aussi, qui peut-être commence à fatiguer.
J'entends ce que tu dis, c'est vrai, c'est à prendre en considération, mais je trouve quand même que ce que fait Topuria est exceptionnel. On va voir s'il arrive à confirmer, à continuer son règne par la suite. Pour continuer un peu avec le débrief, le deuxième débrief que je vous fais sur l'UFC 317, c'est Pantoja qui s'est dit ouvert à affronter Merab Dvalishvili. Donc ce serait une montée de catégorie pour lui, mais une des conditions, ce serait que l'UFC mette en place une BMF, cette ceinture un peu en chocolat, et que le combat se fasse à 130 pounds. Donc on est proche des 59 kilos, c'est-à-dire que lui combat en 125, Merab en 135. On fait le combat en 130. Ce qu'il explique, c'est que ce serait tout simplement un peu plus fair-play, un peu plus juste. Et puis il a ajouté concernant Merab Dvalishvili que Sean O'Malley ne battra jamais le Géorgien parce que Sean O'Malley a voulu devenir un combattant, a voulu devenir un fighter, il s'est entraîné pour, alors que Merab Dvalishvili serait un combattant né. Et c'est pourquoi, si les deux s'affrontent 10 fois, Merab Dvalishvili s'imposera 100% du temps. Et Pantoja, d'ailleurs, petit chiffre, vous savez que j'aime bien, il est devenu ce week-end le premier combattant de plus de 35 ans à défendre, à réussir une défense de titre dans les catégories de poids à partir des poids plumes et en dessous, donc 155 pounds. Et on descend ensuite jusqu'à sa catégorie, qui est la plus légère de l'UFC. C'est vrai que c'est très compliqué, surtout lui en flyweight, les 57 kilos. Normalement, passé 33 ans, ça devient très dur. Lui, 35 ans passés, on a l'impression qu'il est au top. Et ça me donne l'occasion de lire certains de vos messages. Ratila, Pantoja paraît brouillon debout, mais c'est une forme de chaos contrôlé. Il est rapide, puissant, varie les zones de frappe, les angles et a un très gros menton, donc il craint moins la puissance de ses adversaires. Et avec la menace du takedown, ses adversaires arrivent pas bien à dérouler leur striking et à essayer de le contrer. Donc ouais, ça paraît brouillon, mais c'est super efficace. Quand on regarde ces deux derniers combats contre les deux Kai qui sont des strikers, bah même debout, c'est Pantoja qui domine. Et Nemesis me disait à peu près la même chose. Renato Moicano, lui, s'est de nouveau exprimé suite à sa défaite du week-end. Je vous disais hier que d'après moi, il est possible qu'il était blessé, qu'il ait dû changer sa stratégie. Lui n'en parle pas, il fait plutôt des louanges à Benel Dariush en disant Dariush a très bien exécuté son game plan, qui lui aussi était très bon. Il m'a mis au sol dans le second round et moi j'ai besoin de m'améliorer, mais aussi d'améliorer ma défense de takedown. Donc voilà, je vais revenir plus fort. Je suis en bonne santé. Merci à tous pour le support. Et pour finir avec cet événement, un chiffre, un de plus. Alors celui-ci, je n'ai pas été le vérifier personnellement, mais la source est plutôt sûre. Charles Oliveira s'est incliné ce week-end en main event. Depuis le début de l'année 2025, on a eu 8 Brésiliens qui ont été main event de pay-per-view ou de Fight Night. Ils ont tous perdu. Les Brésiliens ont donc un palmarès en 2025 pour ce qui est des main events de 0 victoire pour 8 défaites. Ça fait mal pour ce pays qui nous a fourni bien des athlètes, mais les choses, bien sûr, peuvent encore changer. Chez les poids légers maintenant, une rumeur, elle vient de Dricus du Plessis, qui sera main event du pay-per-view du mois d'août. Il a laissé entendre que le co-main event pourrait être Justin Gaethje contre Paddy Pimblett. Si c'est le cas, je pense que ça laisse la porte ouverte à Arman Tsarukyan pour affronter Topuria, peut-être à la fin de l'année. Gaethje avait dit qu'il ne combattrait pas si ce n'est pas pour la ceinture. Peut-être que l'UFC a réussi à le convaincre. Gaethje, c'est pas forcément le gars qui a besoin d'argent, on l'a déjà dit, avant d'arriver à l'UFC, il avait déjà gagné énormément de très grosses sommes. Paddy Pimblett, lui, il a encore tout à prouver, on sait qu'il fait de l'argent actuellement, il n'en a pas vraiment fait avant l'UFC, ou en tout cas oui, il en a fait avant l'UFC, mais quand il est arrivé à l'UFC, il a perdu énormément. Il avait dit, au Cage Warrior, je gagnais plutôt bien, à l'UFC, j'ai accepté de rogner sur ma bourse pour aller chercher mon rêve, chercher la ceinture. Donc je pense que lui, il a vraiment dans l'idée d'aller chercher la ceinture. S'il faut faire un combat de plus, d'après moi, il va le faire. Et puis en parlant de Paddy Pimblett, on a Colby Covington qui s'est dit prêt à l'affronter. Toujours avec ce même argument que Paddy Pimblett fait partie des combattants qui coupent énormément de poids et donc qui sont des tricheurs. On a envie de lui dire, écoute Colby Covington, tu n'as qu'à faire pareil. Le problème c'est qu'aujourd'hui Covington, la façon qu'il a de se vendre, quand tu commences à ne plus gagner tes combats, malheureusement on t'écoute beaucoup moins. Direction les poids lourds légers maintenant et les échanges de politesse qui continuent entre Ankalaev, excusez-moi, j'y arrive jamais avec son nom, vous me demandez pas pourquoi, Ankalaev et Jiri Prochaska. Ce que nous dit Ankalaev, breaking news, Alex Pereira
maintenant veut de nouveau m'affronter pendant le Ramadan, tout comme la première fois, ça avait déjà été le cas. J'ai besoin de plus de temps. Et l'autre clown, donc il fait référence à Jiri Prochaska, il doit faire ses devoirs. Donc laissez-moi affronter Carlos. Carlos Hulberg, je pense qu'il est le plus dangereux de tous ces gars-là. Et Prochaska lui a répondu: Salut le clown, j'ai fini l'université, tout comme tu as fini l'école primaire. Enfin, j'espère. Et si tu ne me veux pas comme professeur maintenant, alors je combattrai Carlos. Et ensuite, on a Ankalaev qui a tweeté: Félicitations Carlos, Carlos contre le fake ninja, le faux ninja, référence à Jiri Prochaska. Je ne sais pas ce qui va se passer dans la catégorie, mais ça serait bien qu'on ait une annonce assez prochainement pour la première défense de titre de Ankalaev. Khamzat Chimaev, lui, était interdit de territoire aux États-Unis. Il doit y combattre contre Duplessis au mois d'août. Certains se disaient que ça sentait pas très bon, que peut-être il allait être refusé, son visa allait être refusé. Ça me semblait un peu gros. Si l'UFC le faisait venir, Dana White étant quand même assez proche de Donald Trump et de l'administration en général, on se doute bien qu'il n'aurait pas annoncé s'il n'était pas sûr de son coup. Chimaev est actuellement aux États-Unis, il a pu entrer sur le territoire, donc de ce côté-là, on est tranquille. Espérons maintenant, bien sûr, qu'il n'y ait pas de blessure ou de maladie d'un côté comme de l'autre. Même s'il devait y avoir un forfait, je pencherais plutôt du côté de Chimaev au vu de son historique. Mais le MMA est un sport où tout peut arriver. Je vais maintenant vous parler de deux cartes. On a un pay-per-view qui arrive au mois de juillet, le combat de retraite de Poirier, je vous affiche ça à l'écran, l'UFC 318. Mais on a aussi une carte, un Fight Night à Abu Dhabi le 26 juillet. Et ce qui ressort, c'est que la carte du Fight Night a l'air beaucoup plus dense, beaucoup plus intéressante que celle du pay-per-view. Regardez le pay-per-view: Holloway contre Poirier, Danny Gay contre Patricio Pitbull, Ateba Gauthier contre Robert Valentin, Paolo Costa contre Roman Kopilov, Michael Johnson contre Daniel Zellhuber. Bien sûr, ça peut changer. Bien sûr, un combat peut venir s'ajouter et ça va tout changer. C'est quelque chose qui est fort possible. Mais je vous mets maintenant la carte de l'UFC Abu Dhabi, qui donc aura lieu une semaine plus tard. Robert Whittaker, Rainier Derrider, Evloev, Aaron Pico, c'est les débuts d'Aaron Pico, co-main event en 5 rounds, Petroyan, Marcus McGee, Bryce Mitchell, Saïd Nurmagomedov, Shara Magomedov, Marc-André Barrio, Nikita Krylov, Bogdan Guskov. Ça annonce du très beau spectacle, de très gros noms, des combattants très divertissants. Et c'est vrai que pour le coup, cette carte qui je pense sera horaire française, on va se régaler. Sur le papier, elle donne beaucoup plus envie que l'autre, même si l'autre, bien sûr, avec un Holloway Poirier en main event, tu as quand même envie de voir ça. Je vais maintenant vous parler de Bilal Muhammad, qui lors de son dernier combat a perdu sa ceinture face à Jack Della Maddalena. Toujours une communication très particulière de la part de Muhammad. Je l'ai dit par le passé, j'aimais beaucoup ses blagues avant, je regardais quelques-unes des émissions dans lesquelles il passait. Il était plutôt détendu. Maintenant, j'ai l'impression qu'il est toujours un peu aigri, qu'il veut toujours en faire plus, essayer d'avoir la petite phrase qui va buzzer. Je vous explique tout ça. Il commence l'interview en disant que suite à sa défaite contre Jack Della Maddalena, il n'y a pas d'excuses. Certains mecs te disent qu'ils étaient blessés, etc. Lui n'a pas d'excuses. On apprend des victoires et on apprend des défaites. Il n'avait pas perdu depuis longtemps. Là, il y a énormément à apprendre, mais il reviendra plus fort. Ensuite, il dit, quelques instants plus tard: Moi, j'ai regardé le combat plusieurs fois, je suis convaincu que je n'ai pas perdu. Je suis convaincu que j'ai gagné. Bon, d'accord. Et ensuite, il dit: De toute façon, je suis très fier d'être resté debout contre un gars qui est connu pour sa boxe, comme je l'avais fait contre Leon Edwards, qui était connu pour son kickboxing. Là déjà, ça commence à avoir un discours que moi j'aime un peu moins personnellement. Alors c'est peut-être vrai, il en est peut-être fier. Mais ce qui compte, je pense, quand t'es champion, c'est de garder la ceinture. Tu te vends beaucoup mieux partout, je pense que tu gagnes plus d'argent, ton nom est beaucoup plus clinquant, et puis surtout, t'es champion, t'as gagné. Là, pour le coup, il a perdu. Et ensuite, il explique que dans la catégorie, tous les prétendants ont besoin d'un combat de plus pour valider leur ticket pour la ceinture. Il a raison, surtout depuis qu'on sait que Makhachev sera logiquement le prochain à affronter Jack Della Maddalena. Et lui, en tout cas, il espère affronter Kamaru Usman. Il pense que ce sont les deux plus gros noms de la catégorie actuellement. C'est des gros noms, c'est clair, surtout Usman. Maintenant, il y a plein de combats très intéressants qui nous attendent et qui, j'espère, se feront. Et puis aussi parce que ce sont deux anciens champions, donc il y a une histoire. Là, je suis d'accord avec lui. Deux anciens champions qui s'affrontent dans une demi-finale et le vainqueur tentera de récupérer sa ceinture. C'est vrai que ça, pour le coup, c'est une histoire qui peut se vendre, qui peut s'entendre. Et puis il est revenu sur le podcast qu'il a enregistré avec Kamaru Usman.
Ousmane a un podcast qui s'appelle Pound for Pound avec Henri Cerudo. Bilal Mohamed aurait été invité et aurait fait pleurer Kamaru Ousmane. La vidéo, on s'en doute, ne sortira jamais si elle existe vraiment. Et ce qu'il dit, c'est qu'en fait, il a titillé Ousmane sur son ego et Ousmane se serait effondré. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ça, on le saura peut-être dans le futur. Je voulais vous lire maintenant le message de Monsieur Ventriloque, parce qu'hier, je vous parlais de la situation des poids lourds, notamment avec Thomas Spinal, et son message est assez intéressant et va me permettre de développer un peu, vous dire ce que je pense. Franchement, pardon, je suis souvent chauvin, mais le classement de Gann est symptomatique d'une catégorie qui va pas bien, qui est désertique. Cyril a 2 fois eu sa chance. Sa victoire contre Volkov, orteil ou non, elle est franchement pas méritée. Et quand on l'entend dans ses dernières interviews, il dit clairement que s'il pouvait gagner autant qu'à l'UFC en faisant autre chose, il le ferait. Ça dénote quand même, avec tout le respect que j'ai pour lui, un manque de passion pour le MMA. Il a grandement ralenti la catégorie également avec son film. L'UFC était conciliant avec lui parce que la catégorie est vide. Alors faut savoir, moi j'ai vu une interview de lui, il a eu l'accord de l'UFC. L'UFC aurait très bien pu dire non. Maintenant, vu qu'il se passait rien au-dessus, je pense qu'ils lui ont dit bah écoute, vas-y, c'est mon avis, hein, bien sûr. En 70 kilos, il l'aurait envoyé bouler. J'ai l'impression que l'UFC lui sert juste de tremplin post-carrière. C'est quelque chose qui est possible. Maintenant, je pense que pour atteindre son niveau, il faut quand même s'investir, même si c'est un poids lourd, même si ça va beaucoup plus vite, même s'il est sûrement bourré de talent. Je pense qu'il y a quand même le revers de la médaille. Et tu ajoutes, il doit pour moi avoir un title éliminateur contre Curtis ou Almeida, et l'autre devrait directement avoir sa chance au titre. Chacun son tour. Oui, c'est possible. Maintenant, moi, je pense que la catégorie, elle a vraiment été pourrie par la situation entre John Jones et Aspinall. Malheureusement, je pense que l'UFC a sa part de responsabilité là-dedans et aurait pu trancher un peu plus tôt. Mais par contre, quand je vois la catégorie des poids lourds aujourd'hui, si je la compare avec ce qu'il y avait il y a quelques années, par exemple quand Stipe Miocic était champion, c'était quand même assez moins intéressant. Pourtant, j'adore Stipe Miocic, mais je trouvais que son règne parfois manquait un peu d'adversité. C'est mon avis en tout cas. Aujourd'hui, tu as des gros noms, et même si certains se sont déjà affrontés, tu sais que ça peut faire des beaux combats. Moi, quand je vois des mecs comme Blades, Volkov, Gann, Aspinall, Almeida qui montent, il y en a d'autres que je dois oublier au passage, je trouve qu'il y a de très belles choses à faire, et que l'UFC a pendant longtemps souffert d'une catégorie poids lourd qui n'était pas au top. Là, c'est un peu mieux, le niveau est très bon, les niveaux en plus sont assez proches, donc tu peux avoir de l'adversité, même si Aspinall a l'air d'être quand même un cran au-dessus des autres, faut être assez honnête. Je pense qu'on est peut-être un peu dur avec cette catégorie, et que c'est l'histoire de John Jones qui a un peu pourri l'ambiance, si vous voulez mon avis. Paul Craig, le vétéran de l'UFC, a signé un nouveau contrat de 5 combats. On ne parle pas du futur champion, bien sûr, mais c'est un nom. Il a quand même battu Ankalaev, hein, rappelons-nous, il l'avait soumis, il avait battu Hill aussi. Il est capable du meilleur comme du pire, faut être assez honnête. Mais Ankalaev, on risque de le revoir encore pendant quelques années. Et puis hier, je vous montrais cette vidéo de Strickland et Curtis qui frappaient un gars lors d'un show de MMA. Le mec les a provoqués. À la fin du combat, ils sont rentrés dans la cage, ils l'ont cogné. Un d'entre vous me disait, est-ce qu'il va devoir payer Strickland pour ça? Je te disais, j'en sais rien. Et bah le gars hein, est sorti de son trou. Luis Hernandez, d'ailleurs, lui pour le coup, il s'est fait un vrai nom grâce à cette histoire hein, dans la planète MMA, dans le monde du MMA. Il dit qu'en fait, il est fan de ces deux gars-là, hein, que ce soit Curtis ou Strickland, et qu'il ne va pas du tout porter plainte, il ne va rien faire. Voilà, rien ne va se passer. C'est tout à son honneur, faut être honnête, il les a un peu provoqués. Ça aurait été un peu gros de sa part d'aller se plaindre ensuite, même si bon, les deux ont un peu chauffé, surtout Strickland. Mais voilà, pas de panique. Il y a aussi Ben Askren qui va beaucoup mieux. Il a reçu une greffe, il en avait besoin, il était dans le coma, il était entre la vie et la mort. C'est fait, il a reçu sa greffe, sa famille remercie tous les gens qui l'ont soutenu, etc., etc. Surtout Jake Paul, hein, qui a été son adversaire, qui l'avait envoyé KO très rapidement, a dit que voilà, il le soutenait à 100%, qu'il fallait faire quelque chose pour l'aider, etc. Jake Paul, quand il nous saoule, je le dis, quand il fait quelque chose de bien, je le dis aussi. Et là, pour le coup, je pense que c'était très bien. Darren Till, un ancien de l'UFC, il est maintenant sous contrat avec Misfits Boxing et ils font tout pour le vendre. Lui aussi fait tout pour se vendre. Et là, il a une petite idée en tête pour la suite. Il veut ses revanches. À l'UFC, il a perdu contre Masvidal. Il veut prendre Masvidal en boxe anglaise. Il a perdu contre Tyron Woodley. Il veut prendre Woodley en boxe anglaise. Et pourquoi pas Mike Perry. Les deux ne se sont jamais affrontés à l'UFC, mais ça aurait pu se faire. Ils s'étaient bien chauffés l'un et l'autre. Malheureusement, ça s'est pas fait. Et après ça, pourquoi pas? Il pense que c'est possible d'affronter Jake Paul, de faire une promotion 50-50 entre Misfit et la promotion de Jake Paul. Forcément, ce serait le jackpot pour lui. C'est tout, je pense, ce qu'on peut lui souhaiter.
Les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Une émission assez longue finalement, on approche des 20 minutes. J'espère que ça vous aura plu. Toujours la vidéo sur Dana White qui arrive un petit peu avant celle-ci ou un petit peu après. Mais vous inquiétez pas, elle est enregistrée, j'ai juste à la monter. Ce sont les réactions de Dana White à l'UFC 317, mais aussi quelques annonces qu'il a fait sur la promotion en général. C'était le moment MMA. Merci d'avoir suivi. On se retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous tous très bien. Salut.